Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Chloé Laudreau. Bonsoir Chloé. Vous êtes chargée de projet à Cartooning for Peace. Cartooning for Peace qui réunit près de 150 dessinateurs à travers le monde entier qui militent pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression. Avec nous, Louis Magloire-Kemayou, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, président du Club de l'information africaine. Avec nous, Éric Decouty, bonsoir. Directeur délégué à Marianne. Avec nous, Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent, bonsoir. Grand reporter à l'Express, auteur des Reines d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, et c'est aux éditions Perrin. Et on peut vous lire également sur votre blog, on en parlera tout à l'heure, votre dernier papier consacré justement à Paul Kagame, Kagame Forever, point d'interrogation. On en parle tout à l'heure justement de ce référendum constitutionnel au Rwanda. Mais on va commencer avec, si vous le voulez bien, de la politique française. Une semaine très politique en France après les élections régionales, des élections où, il faut bien le dire, personne n'est sorti vainqueur. La droite a remporté 7 régions, la gauche 5, le Front National aucune. Mais le parti de Marine Le Pen a quand même multiplié par 3 ses conseillers régionaux. Elle en a aujourd'hui 358. Cette montée du Front National, qui, il faut bien le dire, a provoqué un véritable séisme à gauche et à droite. Je vous propose d'écouter la réaction de François Hollande. On a beaucoup parlé cette semaine d'union nationale, de concorde. Concorde, eh bien, c'est le mot utilisé hier par le chef de l'État français. Il n'y a qu'une seule réponse, l'humanité et le rassemblement fraternel, et je vous l'assure, ce rassemblement-là sera toujours victorieux. Éric Decouty, plusieurs ténors de droite et de gauche affirment qu'ils ont entendu la colère, le message des Français. Ils disent aujourd'hui il faut du changement. Est-ce que vous y croyez ? Je crois qu'ils le disent. Ça, ils le disent, ils le répètent, mais qu'est-ce qu'ils mettent derrière ? C'est là tout est le problème. Moi, j'ai l'impression, au contraire, que, encore une fois, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'on fait des moulinets, on fait des paroles, on parle de concorde, on parle de rassemblement. C'est valable pour François Hollande, mais c'est valable pour à peu près tous les ténors et responsables de la classe politique de droite comme de gauche. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le rassemblement ? Parce que les Français ont envoyé un message extrêmement fort, extrêmement violent la semaine dernière. On parlera de l'Espagne tout à l'heure. Comment on le traduit ? Comment on le transforme, ça ? Si c'est pour faire la même politique aujourd'hui avec des gens de gauche et des gens de droite, comme l'a proposé Jean-Pierre Raffarin, qu'est-ce que ça va changer ? Aujourd'hui, il y a une demande de politique forte, une demande de changement politique, de faire de la vraie politique. Et là, on répond avec des mots, et je crains que c'est un effet complètement inverse dans l'opinion, c'est-à-dire que ça ne fasse que renforcer un électorat en rupture avec la classe politique, qui confonde ce que Marine Le Pen agite comme étant le MPS, et que finalement, au lieu de parler de plafond de verre pour le FN, comme on dit, on pense qu'ils sont à leur limite, à leur plafond, eh bien qu'on soit à la veille d'autres très très mauvaises surprises. Pour aller vite, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'un changement de politique. Ce que demandent les Français, c'est une autre politique puisque c'est en échec. C'est pas de rassemblement à gauche et à droite autour de la même politique, sinon c'est la catastrophe. Alors justement, on va écouter, je vous donne la parole, Vincent Hugeux et Louis Magloire-Kemayou, mais on va écouter, si vous le voulez bien, justement, Xavier Bertrand, qui a remporté l'élection en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, mais également Jean-Pierre Raffarin, qui appelle, lui, carrément un gouvernement d'union nationale. Regardez le spectacle de ma famille politique, où les seules réponses apportées à cela, c'est l'organigramme des Républicains, ou alors c'est la date de la primaire. Mais mon Dieu, mais qu'ils se réveillent ! Ou alors on va vers une catastrophe. Je pense qu'il nous faut, pour la fin du mois de janvier, un pacte républicain contre le chômage. Mettons-nous autour d'une table, que le gouvernement travaille avec les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vincent Hugeux, est-ce que ça serait possible en France, une grande coalition, comme on en voit par exemple en Allemagne, justement, pour répondre au message des Français ? Est-ce que vous y croyez ? Pas vraiment, parce que ça supposerait une révolution copernicienne des pratiques et des habitus politiques à la française. Quand je vois et quand j'entends Xavier Bertrand touché par la grâce, il a déniché son pilier de Notre-Dame, très bien. Jean-Pierre Raffarin, fidèle à lui-même, eh bien, ils vont rejeter les Républicains, canal historique et sarkozystes, dans une forme de sectarisme. D'ailleurs, ça a commencé. Le Politburo a exclu Nathalie Kosciusko-Morizet pour dissidence. Et je pense que la fuite en avant vers la droitisation des Républicains va continuer, ce qui est, à mon sens, le chemin le plus court vers le naufrage. Et de l'autre côté, il y a eu un soulagement hâtif et, à mon avis, fallacieux dès lors que le Front National n'a pu conquérir la moindre présidence, contrairement aux craintes exprimées dans l'entre-deux tours. Bien.
Fallacieux pourquoi ? Parce que 52% des villes et villages de France ont placé le Front National en tête. Et qu'en face de cela, on a un président François Hollande, en roi thaumaturge, on l'a entendu, qui guérit les écrouelles et les maux du pays, mais qui laisse un champ de ruines s'agissant du parti dont elle était le premier secrétaire. Quelques repères très rapides chiffrés. Dans les élections écoulées, c'est-à-dire municipales, départementales et régionales, le PS a perdu 162 villes de plus de 9000 habitants. Il a perdu une quarantaine de départements. Et il a perdu 24 départements et il a laissé dans son sillage 10 régions découpage précédent. Donc je veux dire, on peut toujours, quand on est hollandiste frénétique, se réjouir de la débâcle de l'ultra-gauche, etc. D'une certaine manière, quand on est au pouvoir, est-ce qu'on ne paye pas finalement le fait d'être au pouvoir ? Ce qui n'est pas plus gênant, c'est qu'aujourd'hui, l'UMP ne représente pas une alternance politique. Est-ce que ce n'est pas ça plutôt, finalement, ce qui est le plus gênant dans le résultat de ces élections, hein ? Pardon. Allez-y. Oui, c'est clairement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que disait Vincent, je pense que ce n'est pas les pratiques, c'est nos institutions aujourd'hui qui figent un pays dans une réalité qui n'est plus la réalité sociologique. Aujourd'hui, la droite, telle qu'elle est représentée par l'ex-UMP, par les Républicains, ne correspond plus à la réalité de la droite aujourd'hui. Il y a une partie de l'électorat dit de droite qui finalement est d'un centre qui va à Manuel Valls, Emmanuel Macron, mais qui se retrouve sur des fondamentaux idéologiques extrêmement semblables. Et puis il y a par ailleurs une droite qui est très proche finalement sur les valeurs, sur une pratique politique du Front National, ce que vous appelez la droitisation, qui se ressemble. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, au moins ça, cette apparence-là, mais ça n'éclatera pas parce que nos institutions, aujourd'hui, nous ramènent à chaque fois à ce bipartisme-là. On le voit, il va y avoir maintenant les primaires à droite qui vont obliger finalement à l'UMP, l'ex-UMP, à décider d'un candidat, mais qui ne correspond plus à la réalité. Et pour répondre à ce que disait Vincent sur la gauche, aujourd'hui, à gauche, il s'en fout, François Hollande, de la destruction du Parti socialiste. Au contraire, il est en train de construire l'idée, une stratégie de conquête, de conservation du pouvoir sur la destruction du Parti socialiste. C'est ça. Et on est dans une logique totalement politicienne, totalement stratégique, qui fait fi des volontés, des souhaits d'aujourd'hui de l'électorat, en tous les cas d'une grande partie de l'opinion, et je crains, encore une fois, qu'on le paye très cher au prochain scrutin. Louis Magloire-Camaillou, quand Éric Descouty dit ce que veut aussi le peuple français, c'est ce que disent aussi certains ténors politiques, c'est faire de la politique autrement. C'est quoi faire de la politique autrement aujourd'hui, hein ? C'est déjà au moins respecter les promesses que l'on fait. Quand le président Hollande a été élu, je pense qu'il avait engagé un chantier sur lequel chacun le trouvait plutôt intéressant, celui du non-cumul des mandats. Aujourd'hui, on a beaucoup de candidats qui disent quand on est allé en campagne, on a expliqué aux gens qu'on allait cumuler, ils nous ont quand même élus, donc c'est qu'ils nous font confiance pour cela. Il y a déjà un problème de renouvellement de la classe politique. Et puis quand on parle de bipartisme, il y a une autre donnée qu'on ne voit pas, c'est que c'est un bipartisme faible. Parce que les deux grands partis dont on parle ne sont grands que par la grandeur qu'on leur donne. Vous regardez au nombre des militants. La France, c'est 60 millions de personnes, si je ne me trompe pas. Et si vous mettez ensemble les militants du PS, de l'UMP, et élargissons même à la droite modérée, le centre comme on dit, on n'aura pas 1 million de militants. Souvent, on moque les syndicats parce qu'ils ne sont pas représentatifs, mais les partis politiques majeurs ne le sont pas plus que les syndicats non plus. Et donc, à se focaliser dans un jeu de rôle qui fait que l'alternance se joue entre deux forces politiques faibles, mais qui ont le monopole du pouvoir, donne l'impression qu'on a affaire à des partis très installés, avec des barons, qui ont une carrière strictement... Mais c'est vrai finalement même pour la primaire à l'UMP, parce que dans le fond, si on regarde les personnalités préférées des Français, c'est Alain Juppé qui arrive très largement en tête. Or, il est fort probable, par exemple, que Alain Juppé n'arrive pas à décrocher la primaire parce que c'est Nicolas Sarkozy qui tient l'appareil. Finalement, c'est toujours l'appareil des partis qui est toujours plus fort sur les volontés populaires. Les partis politiques, des structures qui sont aujourd'hui... Il y a la rupture qui est considérable. Toutes les enquêtes d'opinion le disent, tous les sondages le disent. La rupture entre les structures, entre les partis politique et le peuple, c'est un mot qui est trop flou, mais en tous les cas, et les citoyens, elle est considérable. Et ce que vous dites est parfaitement juste. On va avoir une primaire où Nicolas Sarkozy peut gagner et qui ne correspondra pas à la réalité du peuple de droite. Chloé, est-ce que vous avez quelques dessins à nous montrer ? Beaucoup de dessins, puisque ces régionales ont passionné en France et à l'étranger. J'ai choisi d'axer un petit peu la sélection sur des dessins qui reviennent sur les résultats du second tour et surtout qu'est-ce qu'on fait maintenant face à ces résultats. Ce premier dessin, c'est celui du dessinateur néerlandais Duke Bertrams.
qui montre que voilà, le résultat, ce parti, le Front National, qui était montré par les sondages comme en grande forme, fort de toutes les intentions de vote, n'a quand même gagné aucune région, si j'ose dire, et s'est pris le mur pour continuer un petit peu la métaphore, mais ça n'empêche que derrière cette absence de région gagnée, il y a quand même une montée très forte de tous ces partisans. Concernant les réactions des partis, Mikaya nous propose d'abord une vision sur ce qui a été assez négative, sur ce qu'a été la ligne du Parti socialiste. Il dit on n'a pas fini d'en bouffer, il faut voter utile. Il faut voter utile. Les électeurs de gauche se sont un petit peu parfois sentis, j'allais dire comme les dindons de la farce, si on continue aussi un peu dans cette métaphore, et ont été assez désemparés de devoir choisir entre un candidat républicain ou Front National. Sur ce qui s'est passé cette fois au Parti des Républicains, le dessinateur belge Kroll, dans Le Soir, nous montre, voilà, avec un petit trait d'humour, NKM évincé, après qu'elle se soit un petit peu opposée à la position du ni-ni de Nicolas Sarkozy. Les blondes, je peux plus les voir, casse-toi pauvreton. Et si on regarde au pied de Sarkozy, les tracts de Marine et de Marion, Maréchal Le Pen. Nothing personal, Vanessa. Absolument pas. Chimulus, qui a toujours un regard assez acerbe, qui montre ici Sarkozy en train de remercier, si l'on peut dire, François Hollande, ou en tout cas la gauche, qui a appelé unanimement à voter pour le candidat républicain lorsqu'il se trouvait face à un candidat FN. Ne le regarde pas, il est très pudique, il remercie la gauche. Voilà, tout le monde a bien vu ce qu'il était en train de faire. J'aimerais montrer deux autres dessins, puisque en prenant un peu de la hauteur, cette fois, vu de l'étranger, très souvent, Marine Le Pen est associée en fait à Donald Trump, qui est aussi en train de monter beaucoup dans les sondages aux États-Unis. Ici, côté le dessinateur canadien, qui montre une Marine Le Pen voilà, menant le peuple, éclairant le peuple, et Donald Trump à ses pieds, qui trouve ça magnifique. Et Liza Donnelly pour Politico Europe, qui nous montre, voilà, en regard, le candidat Trump et les Le Pen, que ce soit Marion Maréchal ou Marine, qui sont assis sur les mêmes bases, la peur, d'un côté comme de l'autre. Merci Chloé. En Espagne, à la différence de la France, il faut bien dire, eh bien, il y a des nouveaux visages. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Pedro Sanchez, le nouveau patron du Parti socialiste, 43 ans, physique de star. Pablo Iglesias de Podemos, 37 ans. Albert Rivera de Ciudadanos, 36 ans. Ils concourent tous pour les élections législatives de dimanche qui devraient mettre fin au bipartisme. Je vous propose d'écouter la passe d'armes entre le Premier ministre de droite, Mariano Rajoy, et Pedro Sanchez, donc, qui dirige maintenant le parti de gauche. C'était lundi dernier. Le 20 décembre, les Espagnols vont devoir choisir librement par leur vote la personne qui sera le prochain chef du gouvernement. Maintenant, oui, je vous préviens, si vous restez à la tête du gouvernement, le coût pour notre démocratie et pour l'institution que vous voulez représenter sera énorme, parce que le chef du gouvernement, M. Rajoy, doit être une personne décente et vous ne l'êtes pas. Ce dont on ne se remet pas, c'est une affirmation vile, misérable, mesquine, celle que vous avez faite ici. Ça, vous ne vous en remettrez jamais. Si vous avez quelque chose contre moi, attaquez-moi en justice. Mais je ne suis pas disposé à vous laisser m'attaquer sur des questions d'honneur. Vincent, à la différence de la France où la colère des Français va vers le Front National, en Espagne, elle va plutôt vers la gauche, voire l'extrême gauche, plutôt l'extrême gauche même, le parti de Pablo Iglesias. Comment expliquer ça ? L'extrême gauche est sans doute le centre. Le paradoxe de ce tête-à-tête, c'est qu'on vient de voir sans doute les deux perdants annoncé de ce scrutin. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, est tétanisé justement par la puissance d'attraction et la radicalité de Podemos. Et de l'autre côté, on a un parti populaire qui certes peut se prévaloir d'un rebond en termes de croissance. On a un marché immobilier qui était au fond du trou et qui est en train un peu de redresser la tête, et un chômage qui est passé de 23 à 21% de la population active. Pas non plus de quoi sabrer un jeune sur deux qui est au chômage. Le chômage.
Champagne, exactement. Alors, à l'inverse, on a effectivement la montée en puissance assez intéressante, quoique assez ambiguë aussi, de ce fameux Robert Rivera, qui, lui, alors, est aussi une sorte d'icône. C'est quand même quelqu'un qui, en 2006, posait nu sur une affiche pour montrer qu'il n'avait rien à cacher. C'est une mouvance politique qui est née il y a 10 ans dans un restaurant de Barcelone, chez des intellectuels de gauche, mais hostiles à la croisade nationaliste et indépendantiste catalane. Et c'est quelqu'un qui est un juriste de formation, qui a remporté des concours d'éloquence, qui a été champion de natation en Catalogne, mais qui, dans ses alliances électorales lors des élections régionales, provinciales, parfois pactise avec le Parti socialiste, c'est le cas en Andalousie, et à l'inverse, parfois, va trouver un accord de gouvernement local avec le Parti populaire. Donc, il faut encore qu'il clarifie un peu son discours qui, sur le plan économique et social, reste quand même assez libéral. Louis Magloire-Camaillou, justement sur le renouvellement aussi de la classe politique justement en Espagne comparé en France. C'est quand même assez étonnant. Hein. Oui, parce que là, on a quand même des leaders politiques qui sortent de l'ordinaire. En France, on n'a pas eu cela. Malgré le fait, comme je le relevais tout à l'heure, que les grands partis traditionnels ne recrutent plus autant, on n'a pas vu émerger au centre des forces suffisamment fortes, ou à l'extrême, des forces suffisamment fortes pour canaliser le rejet des forces traditionnelles. Et malheureusement, en France, c'est vers ça qu'il faudrait aller à un certain moment. Se dire que les gens ne sont plus franchement ou à gauche ou à droite, et qu'il faut aller chercher les électeurs là où ils sont. Et aujourd'hui, la plupart du temps, ils se trouvent plutôt au centre. Éric Decouty. Oui, je suis assez d'accord. Et je trouve que intéressant, on aurait tort de le résumer à des personnes, parce que ce qui est intéressant dans les deux mouvements, que ce soit Podemos ou Ciudadanos, c'est que ce sont des mouvements populaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont émergé, mais à partir de pratiques populaires. Ça part des indignés au départ, Podemos. C'est des gens qui sont en colère. On a l'Espagne, on est en train de nous faire croire que l'Espagne a des résultats économiques de meilleur en meilleur. Certes, il y a une croissance, mais à quel prix social ? Le coût est considérable. Il y a une misère sociale en Espagne. Aujourd'hui, les dépenses de santé qui ne sont plus remboursées, un jeune sur deux, vous l'avez dit, qui n'est plus... Donc, il y a une situation de crise extrême et on voit émerger avec ça, finalement, une colère populaire et qui se traduit politiquement par ces deux mouvements. Je trouve que c'est une leçon politique, pas seulement pour nos grands élus, pour nos grands représentants, qui, eux, dans cette pratique politique française, mais aussi dans la capacité que les Espagnols ont eu à s'organiser, à faire de cette colère, de cette indignation, en tous les cas, des mouvements politiques, dont ensuite on peut les considérer comme on veut, mais en tous les cas, à les structurer. Et ça a du sens. Un dessin, Chloé, et ensuite on fait la pause. Un dessin. Le dessin de Pierre Kroll, ce dessinateur belge qui publie dans Le Soir. On voit donc Rajoy qui est en train de fuir devant la charge d'un taureau sur lequel sont juchés des jeunes femmes. Donc je trouve que ce dessin est assez révélateur de cette dynamique qui vient des jeunes, du peuple, pour contrer cet appareil politique qui est en train de s'agréger à l'instant. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres, ça passe vite, et on se retrouve à parler du Rwanda et de Star Wars. À tout de suite.